Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wassalatu wassalam ala ashraf al-mursalin. Chers étudiants, nous nous retrouvons encore une fois, tant mieux, pour continuer donc euh, à éclairer votre lanterne au sujet donc des 4 apports de Ferdinand de Saussure à la linguistique. Alors, tout d'abord, j'aimerais bien vous demander, je vous prierai donc de fermer les yeux sur quelques coquilles que j'aurais commises donc en enregistrant ces vidéos et ces cours. Franchement, je ne vous cache pas que je suis très fatigué et que bien entendu, j'utilise donc certaines prépositions à la place d'autres, etc. Donc bien entendu, la plupart de ces coquilles sont à mettre sur le plan, donc sur le compte de la performance. Je ne suis pas très performant ces derniers jours et je m'en excuse. Alors, sans tarder, avant de parler donc de troisième apport de Ferdinand de Saussure, son apport à la linguistique, donc dite moderne, à la linguistique, j'aimerais bien vous rappeler que Ferdinand de Saussure reprochait à ses prédécesseurs d'avoir une vision éclatée de la langue. Ses prédécesseurs concevaient la langue comme une simple nomenclature, un répertoire, une liste d'éléments, renvoyant individuellement et de manière indépendante à des objets du monde. C'est-à-dire pour eux, chaque objet du monde correspond à chaque objet du monde un nom qui le désigne. Et selon cette conception, bien entendu, qui envisage les termes de la langue séparément les uns des autres, indépendamment des liens qui le relient, donc connaître une langue, ce serait connaître les noms permettant de désigner les objets du monde. L'organisation donc des objets dictant celle des mots. C'est un peu l'histoire du langage de l'abeille. Donc là, nous écrivons langage entre guillemets. Je ne rappellerai jamais assez qu'il n'y a de langage que le langage humain. C'est-à-dire un nom, une chose. Donc pour l'abeille, on parlait du langage de l'abeille entre guillemets parce que les abeilles ont développé un certain nombre de danses. Chaque danse correspondait à quelque chose de précis dans le monde des abeilles. Danse X veut dire, c'est-à-dire l'abeille va dire, aux autres éléments de la ruche qu'il y a un intrus dans la ruche. Danse Y va dire que la route du nectar est par-ci, etc. Donc là, ça devient quand même, c'est une vision très lourde des choses. Imaginons que la langue était de la même nature que c'est-à-dire le langage humain que celui des abeilles. Donc, il n'en est rien. Le langage humain est quelque chose de très productif grâce à la double articulation. La première, c'est d'abord la langue est articulée en mots, et les mots, à leur tour, sont articulés en sons, c'est-à-dire à partir d'un nombre de phonèmes, de sons, donc bien limité, bien défini, nous allons essayer donc de former des mots, et les mots, en se combinant entre eux, seront de syntagme, de propositions, de structures plus grandes, va former des phrases et au-delà, donc c'est ce qui donne un pouvoir. Dans cette combinatoire va donner un très grand degré donc de productivité donc à la langue, et c'est ce qui va la distinguer de tous les systèmes de communication donc des autres êtres avec qui nous partageons donc ce bas monde. Alors pour de Saussure, c'était essentiel, et de ce qui allait devenir par la suite la linguistique structurale, et la langue ne consiste pas en un répertoire de mots, une nomenclature, mais un système de signes. Autrement dit, à l'ancienne conception, donc réduisant la langue à un ensemble donc de choses, un répertoire, une liste, une nomenclature, donc de choses et de mots pour dire ces choses. Pour de Saussure, la langue est un tout organisé. Donc voilà, la langue ne consiste pas en un répertoire de mots, une nomenclature, mais un système de signes.
à l'intérieur duquel chaque terme est défini par la relation qu'il entretient avec tous les autres. Donc, c'est là la principale thèse de la linguistique structurale. Donc, la langue ne consiste pas en un répertoire de mots, une nomenclature, mais en un système de signes. Alors, dire que la langue est un système nous amène à poser la question quant à la nature des éléments composant le dit système. Alors, bien entendu, la notion de mot étant ambiguë et porteuse de connotations déroutantes, rappelez-vous, je m'adresse à ceux que j'ai eu le plaisir d'avoir dans le cours de lexicologie. Nous avons largement passé en revue donc les limites du mot graphique. Le mot graphique définit, c'est-à-dire comme un ensemble donc de lettres, de graphèmes, donc délimité par deux espaces, par deux blancs, deux vides. D'accord ? C'est une définition donc graphique du mot donc qui a montré ses limites. Donc nous avons vu largement donc ces limites dans le cadre du cours de lexicologie. Je n'ai pas le temps d'y revenir. Donc cette notion de mot étant ambiguë, porteuse de connotations déroutantes, De Saussure donc va innover en proposant un nouveau concept qui est enclin, s'il vous plaît, à la généralisation scientifique, car très productif et dépassant les limites de la notion de mot, comme je viens de le dire. Ce nouveau concept est le signe linguistique. Alors, qu'est-ce qu'un signe linguistique ? C'est quoi le signe linguistique ? Alors, si les recherches saussuriennes, c'est-à-dire d'avant Saussure, concevaient la langue comme nomenclature, comme je viens d'expliquer, laquelle saisissait séparément les uns les autres les termes de la langue dans leur lien avec la réalité extralinguistique, le signe linguistique unit non une chose et un nom, mais un concept et une image acoustique. D'accord ? Ce concept et image acoustique sont, pour De Saussure, des entités psychiques non matérielles. Je vais expliquer ça de manière beaucoup plus détaillée dans les slides qui vont venir. Ainsi, selon De Saussure, le signe linguistique est une entité psychique constituée de deux faces, de deux versants, indissociables et inséparables, tels les deux versants d'une pièce de monnaie, pile et face, ou d'une feuille de papier, recto verso. La relation entre les deux termes est si étroite, si solide, qu'aucun ne peut exister sans l'autre. Alors, voilà, je suis un peu amoureux des schémas. Le signe linguistique, voilà, c'est une entité donc psychique à deux faces, voilà, deux faces donc séparées ici de manière donc illustrative donc par ce trait ce trait rouge brique. Donc d'un côté le concept ou le signifié et de l'autre l'image acoustique ou le signifiant. Alors, c'est quoi le concept ? Le concept, c'est le signifié. Donc, le signifié désigne la représentation mentale du concept associé au signe. Donc, c'est la signification, c'est le sens. C'est c'est-à-dire c'est que l'idée que nous nous faisons donc de certaines choses. Au sein du signifié, nous pouvons distinguer dénotation et connotation. La dénotation renvoie en général au sens littéral qu'un dictionnaire, par exemple, cherche à définir. Et la connotation concerne l'ensemble des sens figurés potentiels ou relativement à un contexte donné. Donc, la dénotation, c'est quelque chose de stable, c'est en relation avec la langue. Et la connotation, ce sont les différents sens figurés ou potentiels que nous pouvons relever à travers les divers usages, donc relativement au contexte, donc les différentes de contextualisation, donc de l'usage de ces signes linguistiques ou de ces mots. Donc les sens que nous avons tirés donc des différents contextes d'usage donc des signes. Alors le signifié donc c'est la représentation mentale du concept donc associé au signe, et puis le signifiant quant à lui désigne la représentation mentale de la forme et de l'aspect matériel du signe. Par exemple, le signe livre
livre, donc le signe livre, en consultant donc le dictionnaire, que veut dire donc le mot livre, le signe livre. Alors, je vais ouvrir le dictionnaire. Alors, donc, bien entendu, il y a plusieurs sens du signe livre. Donc, par exemple, entre autres sens, assemblage d'un assez grand nombre de feuilles portant des signes destinés à être lus. Volume imprimé d'un nombre assez grand de pages, à l'exclusion des périodiques. J'ai d'autres sens, ce sont autant d'idées que nous faisons de livres, etc. On peut avoir donc, je me limite donc au sens de livre. Il y a d'autres sens donc, qui impliquent des unités de masse, etc. Donc nous restons donc livre, donc comme synonyme, volume, écrit, ouvrage, etc. Là, c'est un exemple de signifier. C'est l'idée, le concept qui se dégage à travers donc ce signe linguistique livre. Et c'est quoi le signifiant? Le signifiant donc peut être donc approché donc de deux manières. Soit le signifiant donc c'est-à-dire est produit donc comme je suis en train de faire maintenant donc le mot le signe livre ce sont c'est-à-dire c'est l'image acoustique donc de l'image acoustique donc de livre. Donc c'est son signifiant, c'est un peu selon que nous plaçons au niveau du code oral ou écrit, selon le code oral. Donc c'est la suite des sons, le, plus i, plus ve, plus re. Alors là, c'est un signifiant. Relativement au code oral, c'est un peu l'empreinte visuelle que laissent les graphèmes L, plus i, plus v, plus r, plus e. Là, c'est un ensemble de signifiants. Et bien entendu, c'est-à-dire les deux entités psychiques ici qui sont étroitement liées, que sont le signifiant ou bien le concept et l'image acoustique, d'accord, donc devraient être mises en relation avec une troisième entité et qui est à distinguer des deux premières. Alors, ces deux premières entités qui sont indissociables, le concept, le signifié, c'est-à-dire le signifié et le signifiant, sont de nature linguistique. La troisième entité renvoie au référent. Quand je fais allusion au signe linguistique, donc livre, de point de vue signifié et signifiant, d'accord, donc je me réfère à quelque chose qui ne fait plus partie, d'accord, du monde linguistique. On est dans l'extralinguistique. Donc il ne faudrait pas confondre le signifié d'un signe et son référent. C'est-à-dire l'objet livre lui-même, palpable que je peux toucher. Donc, c'est-à-dire l'objet ou ensemble d'objets lesquels relèvent du monde extralinguistique, désigné par le signe. Donc c'est le livre lui-même. Imaginez les différents livres que vous avez donc sous la main ou sous les yeux. Et donc, ce qui nous amène aux deux entités donc psychiques de nature de nature linguistique que sont le signifié et le signifiant et qui constituent le signe linguistique. On a une troisième entité qui est cette fois-ci donc extralinguistique. C'est l'objet ou l'ensemble des objets, d'accord, qui renvoie au référent, à la chose à laquelle je me réfère en faisant usage du signe linguistique livre. Et donc, ici pour le cas de livre, le référent est concret. Il y a d'autres signes linguistiques comme amour, joie, confinement, déconfinement, réussite, vie, bonheur, etc. Ce sont autant de référents abstraits qui ne sont pas palpables. Face à ces référents abstraits, il y a le signe linguistique livre que je viens d'évoquer, il y a ordinateur, avion, dirham, c'est-à-dire la pièce de monnaie, vêtements, etc. Donc, cette nuance étant levée, donc, pour de Saussure,
si le signifié et le signifiant sont indissociables, ce rapport est arbitraire. Nous avons dit que la relation entre le signifié et le signifiant est indissociable, très étroite. L'un ne peut exister sans l'autre. Alors, malgré cette étroitesse dans cette relation, donc ce rapport est arbitraire. En arabe, i'tibati. Ça veut dire, la nature du son émis n'a pas de rapport avec le sens, sauf exception. Là, je parle de la langue française. Mais il y a bien d'autres exceptions que je vais évoquer un peu plus tard. Donc, mais l'association, nous avons dit que ce rapport entre signifiant et signifié est arbitraire. Nous allons expliquer comment cela est arbitraire. Mais leur association est quand même socialement contrainte. C'est-à-dire que nous ne sommes pas libres au niveau individuel de changer le sens des mots. En d'autres termes, le lien unifiant le signifiant et le signifié est arbitraire. Et de ce fait, le signe linguistique est lui-même dit arbitraire. C'est ainsi que l'idée drapeau, par exemple, drapeau, l'idée, là je suis au niveau du concept, donc le concept de drapeau. Alors, pour vous donner le concept de drapeau, donc une définition donc dénotative, rappelez-vous donc de ce, on est dans la dénotation et non la connotation. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, drapeau, grosso modo, donc, j'ai choisi une petite définition donc générale de ce à quoi, de l'idée de drapeau. Donc, c'est une étoffe attachée à une lampe, portant les couleurs d'une nation, d'une organisation et servant d'emblème. Alors, comme synonyme, nous avons étendard, emblème, pavillon, bannière, couleur, fanion, etc. Donc, ça, c'est l'idée de drapeau en général. Donc, du moins en français, la définition que je vous ai donnée en français, donc, c'est-à-dire la signification, l'idée, le concept de drapeau. Donc, n'est lié par aucun rapport intérieur avec la suite des sons de, re, a, pe et o. Cette idée de drapeau n'est liée par aucun rapport motivé, rien ne motive, donc c'est-à-dire le fait de rattacher ces suites donc de sons à cette idée de drapeau. D'accord? Donc ici, nous sommes présents d'un signifiant donc ici sonore. De, re, a, pe, o. Alors là pour le signifiant, donc sonore, pour le signifiant visuel, donc ce sont les lettres, les graphèmes D, R, A, P, E, A, U. Alors là, quand j'ai noté donc l'idée de drapeau, donc en vert, donc c'est la définition que je viens de vous lire. En effet, l'idée, le concept de drapeau, pourrait être aussi représenté par n'importe quel autre signifiant. En témoigne la diversité des langues naturelles. Alors, pour la même idée, donc, la définition que je vous ai donnée de drapeau, donc, étoffe attachée à une lampe, etc., portant les couleurs d'une nation, d'une organisation et servant d'emblème, c'est grosso modo, c'est une constante relativement à plusieurs langues. Bien entendu, je suppose donc que cette définition que je viens donc de vous dire est stable. Je fais abstraction des connotations, des nuances que nous pourrions mettre en relief aussi bien à l'intérieur de la même langue qu'entre les différentes langues. D'accord? Alors je me limite à cette petite idée, concept, véhiculé donc par le signe drapeau. Alors, il n'y a aucune relation logique entre l'idée que je viens de vous exposer et la suite donc des sons de, re, a, pe et o. La preuve en est la diversité des langues. Donc pour la même idée, l'arabe standard nous propose alam. Pour la même idée, il nous propose alam. Donc le signifié est supposé être stable, comme je viens de vous l'exposer, mais en amazigh c'est ashniyal. Ashniyal. Donc c'est la suite, donc là pour l'arabe c'est la suite des sons E, A, le, A et me. En amazigh, donc c'est A, che, donc là c'est le emu, le shva, et puis nye, A, long avec deux points, et le. Alors en anglais, c'est flag. En espagnol, bandera. Et en allemand, flag.
Donc, vous voyez bien que, là je vais le mettre aussi en bleu, parce que j'ai représenté les signifiants avec le bleu, comme ça, la lecture donc sera plus facile. Et donc, pour la même idée, nous avons différents signifiants selon les langues. C'est ce qui illustre bien, c'est ce qui, c'est-à-dire justifie le fait que cette relation entre l'idée et entre le signifié et le signifiant est arbitraire. Alors, ceci dit, il y a une remarque. Donc, le mot arbitraire appelle aussi une remarque de notre part. Arbitraire, donc cet adjectif, ne renvoie aucunement à une liberté individuelle qu'auraient les locuteurs d'une langue donnée pour créer les signifiants, chacun à sa guise. En effet, arbitraire veut dire que la relation entre le signifiant et le signifié est immotivée. Rien ne motive, d'accord, c'est-à-dire le fait donc de choisir, par exemple, c'est-à-dire le signifiant drapeau avec l'idée véhiculée donc par le signe drapeau. Et c'est immotivé. Il ne va pas sans dire que cette relation elle est contrainte socialement. Cette relation est contrainte socialement. En ce sens que c'est la communauté linguistique, au niveau supérieur, qui est seule habilitée à opérer ce genre de choix. Donc, on ne peut, au niveau d'une société, c'est-à-dire changer le sémantisme des mots, jouer cette relation donc de l'arbitraire du signe, donc de manière individuelle. Ceci dit, l'individu donc oscille entre deux sphères à la fois, différentes et complémentaires. Différentes car non situées au même niveau, d'accord. Un individu, rappelez-vous, la langue est sociale. Au niveau le superficiel, nous trouvons que la parole c'est là où c'est un individu, et donc la parole est individuelle. Donc, l'individu oscille entre deux sphères, celle de la langue, donc qui est contrainte socialement, et celle, à son niveau, il a une certaine liberté. Mais elles sont complémentaires. Elles sont à la fois différentes et complémentaires. La langue et la parole, donc, sont complémentaires. C'est grâce aussi, même si on donne la primauté à la langue, c'est grâce à la parole que la langue évolue. Donc deux niveaux, deux sphères différentes, mais complémentaires. Celle sociale, voilà, comme je viens de dire, imposant un certain uniformisme pour préserver l'intelligibilité et la cohésion sociale. À un certain moment, il faudrait se mettre d'accord sur quelque chose de fédérateur au niveau de la société. Sinon, si chacun utilise le langage à sa guise, il n'y aura plus d'intercompréhension. D'accord ? Et puis, la sphère individuelle, c'est le domaine privé où l'individu donne libre cours à son imagination et à son esprit créatif. Il n'y a qu'à comparer certains usages individuels exprimant, par exemple, un certain degré de dorlotement et d'amour que nous pourrions avoir et éprouver, d'accord, comme sentiment pour des personnes que nous aimons, à savoir, je dis ma ou mon selon le genre donc du substantif. Je veux dire puce, ma puce. Une femme qui va dire à sa fille ma puce, alors puce a d'autres significations sur le plan social, d'accord. Ça peut renvoyer à un être vivant, ça peut renvoyer à un périphérique d'un ordinateur, etc. Gazelle, là on est dans le monde animal, d'accord. Ma gazelle, et puis j'ai choisi, non pas au hasard, donc ces substantifs, c'est pour vous montrer aussi que ceci est codé culturellement, d'accord. Alors, gazelle, c'est un peu dans le monde arabo-musulman. La gazelle, donc, a une certaine symbolique, d'accord. Belle comme une gazelle, ça veut tout dire. Donc, je ne vais pas entrer donc dans ces détails. Tortue, donc, le sens social tortue, donc, c'est un animal avec une carapace, etc., avec toutes les images que peut véhiculer la tortue, la lenteur, etc. Mais par exemple, là, je cite le feu président Jacques Chirac, président de la République française, donc, qui appelait, donc, pour dorloter, donc, Bernadette Chirac, il appelait ma tortue. Allez comprendre pourquoi. Donc, ça, c'est un exemple
donc typique donc d'usage individuel. Mon petit loup, loup. Mon bijou. Alors nous passons donc d'un champ lexico-sémantique donc animalier à celui d'accord, à celui donc de choses, bijoux, donc cœur, etc. Donc en arabe dialectal on va dire aussi kubiti, etc. Donc c'est pour vous dire que bon, voilà un peu les aspects donc individuels. Donc l'individu est appelé à osciller entre les deux, entre l'essence, entre la sphère sociale, où c'est-à-dire c'est la société qui définit donc des sens habituels, donc des signifiés, donc de certains signifiants, et d'autres où l'individu, dans le libre cours, dans son esprit créatif. Donc, il n'y a qu'à comparer certains usages individuels exprimant un certain degré de dorlotement et d'amour que nous pourrions avoir et éprouver comme sentiment pour des personnes que nous aimons, à savoir ce que je viens de montrer. D'accord? Donc, cela ne doit pas donner l'idée que le signifiant dépend du libre choix du sujet parlant. On verra plus bas qu'il n'est pas au pouvoir d'individu de rien changer à un signe, une fois établi dans un groupe linguistique. Donc, comme je disais, qui peut aller donc de la tribu à l'État-nation, etc. Nous voulons dire ici que ce rapport entre signifiant et signifié est immotivé, c'est-à-dire arbitraire par rapport au signifié avec lequel il n'a aucune attache naturelle dans la réalité. En témoigne la diversité des langues comme je viens de vous expliquer. Enfin, le fait que la relation signifié et signifiant soit à la fois arbitraire et contrainte essentiellement, conséquence aussi de la primauté de la langue sur la parole, rappelez-vous-en, rend difficile l'accès à certaines langues. Et oui, rend l'accès difficile à certaines langues. Cet accès aurait pu être facilité si cette relation était motivée, comme cela est le cas de l'arabe standard. Alors, quand je dis l'arabe standard, parce qu'il y a différentes, il y a différentes variétés donc de l'arabe dite standardisée. Là, je parle de l'arabe standard en référence au Saint-Coran. Vous verrez dans le cours de sociologie linguistique, pour ce qui est du Maroc du moins, nous allons voir d'autres variétés que sont l'arabe classique, l'arabe moderne ou médian, c'est-à-dire l'arabe en usage dans les médias, etc. Ici, je dis que voilà, il faudrait relire cette phrase qui est très chargée sémantiquement. Cet accès, c'est-à-dire l'accès à la langue, aurait pu être facilité si cette relation était motivée, comme cela est le cas de l'arabe standard. Donc, ici, nous prétendons que le signe linguistique n'est pas arbitraire en arabe standard en référence au Saint-Coran, et que même les éléments de la deuxième articulation, c'est-à-dire les phonèmes et les sons, d'accord, et les sons qui ne sont autres que l'actualisation des phonèmes, rappelez-vous-en, le son c'est au niveau de la parole, c'est l'actualisation d'un phonème. Donc, qui d'habitude ne sont pas significatifs, donc, c'est-à-dire les phonèmes et les sons sont des segments langagiers et qui sont dépourvus de toute signification. Ils ne sont pas significatifs dans la plupart des langues du monde, dans les diverses langues naturelles de par le monde, si ce n'est la majorité. Donc, sont désormais, c'est-à-dire même les sons au niveau de l'arabe standard en référence au Saint-Coran, donc sont concernés par un certain sémantisme et sont donc porteurs de signification. Chose que nous traiterons très bientôt dans un article donc scientifique. Là, je vous dis à tout de suite donc pour la dernière vidéo donc de ce cours Initiation à la linguistique. Merci.